toutes et à tous, bienvenue sur la plateforme des AIF. Je suis Maud Grimaud, responsable de la coordination avec le réseau et je suis ravie de vous accueillir pour cette prise de parole de Madame Eva Nguyen Binh, la nouvelle présidente de l'Institut français. Je passerai la parole dans quelques minutes à Monsieur Mathieu Perrault, directeur de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour quelques mots d'ouverture. Après son intervention, la présidente passera la parole à Errol Hock, le directeur général de l'Institut français. Et nous espérons bien entendu avoir le temps avec vous d'échanger un peu par la suite. En effet, vous pouvez poser quelques questions dans la barre de discussion à droite en bas sur votre écran, mais également vous avez la possibilité de faire des demandes d'intervention à l'oral en cliquant sur le bouton « Demander la parole » en bas au milieu de votre écran. Vous serez alors redirigé sur scène aux côtés des intervenants. Et sans plus attendre, je cède la parole à Monsieur Mathieu Perrault. Cher Mathieu, c'est à vous. Merci beaucoup, chère Maud, et bonjour à toutes et à tous. D'abord, bonjour à Madame la Présidente Eva Nguyen Binh. Chère Eva, bonjour à toute son équipe, son état-major, si je puis dire, qui est réuni aujourd'hui. Bonjour à vous, chers collègues du réseau, Mesdames les conseillères culturelles, Messieurs les conseillers culturels, les COCAC, les ACAC, et tous ceux qui constituent notre formidable réseau sur le terrain. C'est un honneur et c'est aussi un plaisir pour moi de dire quelques mots introductifs. D'abord pour constater que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à être connectés cet après-midi, comme vous étiez d'autres collègues nombreux ce matin connectés pour la première session. Donc il y a un fort intérêt pour cet exercice que nous suivons avec beaucoup d'intérêt depuis la DGM, auprès de Michel Miraillet, notre directeur général, et l'ensemble des équipes de la DCE2R. Très simplement pour vous dire qu'on est très heureux de travailler de cette initiative, très heureux de travailler avec Eva Nguyen Binh, voilà, j'ai à nouveau des petits problèmes techniques, j'espère que ça ne va pas recommencer comme ce matin, donc je ne vais pas faire trop long. Très heureux de travailler avec Eva, qui est une collègue, on se connaît depuis des années, et qui nous apporte toute sa compétence de diplomate de carrière très expérimentée, et notamment son dernier poste d'ambassadrice au Cambodge, toute son expérience de COCAC, elle a été dans le réseau, comme vous, COCAC au Vietnam, toute sa connaissance de la DGM, nous y étions il y a des années, et cette somme de compétences mise au service d'une très belle équipe qui est celle de l'Institut français. Ce webinaire permet de se poser la question de ce qu'est l'Institut pour nous. C'est à la fois une offre extraordinaire de choses, j'ai envie de dire, permanentes tout au long de l'année, pour des expositions, pour vous aider à faire une programmation culturelle, pour la langue française, pour la formation des équipes, avec une très belle réactivité pendant la crise, beaucoup de webinaires. L'IF a joué un rôle fondamental pour maintenir le lien dans le réseau et qu'il en soit évidemment amplement remercié. Et puis l'Institut français, pour moi, c'est vraiment l'opérateur des grandes affaires, des beaux coups, tout au long de l'année. On est content d'avoir l'Institut français pour réussir des opérations qui comptent. J'en citerai quelques-unes. La saison Africa 2020, qui s'est tenue et tenue longtemps et qui a, malgré la crise, qui a été un succès. Je pense également à la transformation numérique du réseau, qui est en cours et grâce à l'aide de l'Institut français. Je pense à la présidence française de l'Union européenne, la PFUE, qui est devant nous et pour laquelle l'IF jouera un rôle important pour le réseau. Je pense à la Nuit des idées chaque année. Bref, mille et une belles illustrations de la capacité de cette équipe de l'Institut français, de sa compétence et de son engagement. C'est un plaisir pour la direction au quotidien de travailler avec l'IF et j'espère que c'est un plaisir pour vous. Donc pour moi, basiquement, cette séance aujourd'hui a trois objectifs. D'abord, pour vous mieux connaître l'Institut français, sa présidente, avant toute chose, son équipe, ses équipes. Deuxièmement, mieux connaître, j'ai envie de dire, l'offre de l'Institut français, l'ensemble des activités, des actions qui sont faites par l'Institut. Pour certaines, vous les connaissez bien. Pour d'autres, c'est moins le cas. Et ça va être pour vous l'occasion peut-être de découvrir des choses, des potentialités de coopération. Et puis la troisième chose, c'est surtout de mieux vous écouter. Vous nous donnez notre crédibilité parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes au contact de ces réalités que nous ne devons pas ignorer depuis Paris. Et si on fait quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, on a besoin que vous nous le disiez et assez vite, s'il vous plaît, qu'on ne fasse pas fausse route. Voilà. Il y a notamment un gros besoin sur le numérique. Je crois qu'il en sera beaucoup question. Eva va d'ailleurs vous dire des choses très intéressantes sur les enjeux en termes de public que l'on peut toucher, en termes de renouvellement de nos moyens d'action
en termes de renouvellement, même de la manière dont on conçoit nos actions, nos opérations, le numérique avec des réalités de terrain très différentes. Je crois que c'est un beau sujet pour débattre aujourd'hui, après les présentations successives d'Eva et d'Erol. Très bonne session à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très, très contente de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, même si je suis très, très frustrée de ne pas vous voir, en vrai, mais de ne même pas vous voir dans mon écran. Mais bon, je vous sais là et merci d'être là. Donc, nous avons imaginé cet échange avec le réseau en 2 temps pour nous adapter au mieux aux différents fuseaux horaires. Donc, on a déjà eu une session ce matin à 9 h, heure de Paris. Et voilà, ça nous a fait comme une sorte d'échauffement pour cet après-midi. Pour ma part, j'ai souhaité m'adresser au réseau assez rapidement après mon arrivée à la présidence de l'Institut français et j'ai souhaité le faire avec l'équipe de direction à mes côtés. Donc, vous les connaissez sans doute, mais je voudrais vous les présenter, vous les représenter parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements à la rentrée. Erol Hock, que vous connaissez tous, le directeur général. Agnès Alfandari, la directrice du développement et des partenariats. Stéphane Ray, directeur du numérique, qui nous a rejoint début septembre en provenance du réseau. Jean-François Guégano, directeur de la communication et du mécénat. Sophie Renaud, directrice de la langue française, du livre et des savoirs, qui est revenue de son poste de COCAC Tunisie également début septembre. Malheureusement, Émilie Boucheteil, qui est directrice du cinéma et directrice par intérim du développement artistique et de coopération culturelle, n'a pas pu être avec nous cet après-midi, de même que Thomas Hannebick, le secrétaire général. Mais voilà, c'est bien aussi que vous ayez ces noms et leurs fonctions. Je n'oublie pas, bien sûr, Maude Grimaud, que vous connaissez déjà bien et qui a introduit notre session. Merci à Maude d'avoir, avec l'équipe des AIF, organisé tout ça. J'ai souhaité être avec le comité de direction parce que nous sommes une équipe et à travers les directeurs qui sont là, c'est bien tous les salariés de l'IF qui forment une équipe et vraiment pour moi, c'est bien l'esprit collectif qui est indispensable à toute action réussie et c'est vraiment dans cette atmosphère, dans cette mentalité que je souhaite travailler. Tout d'abord, je voulais me présenter. En fait, je voulais me présenter à vous. Alors, voilà, je retrouve dans le réseau beaucoup d'amis, donc je suis extrêmement heureuse, mais il y en a aussi qui ne me connaissent pas. Donc, mon premier point sera pour me présenter. Et comme vous le savez, j'ai pris mes fonctions le 1er juillet dernier, alors que le poste de président était vacant depuis août 2020. Je suis très honorée de la confiance qu'on m'a faite en me nommant présidente de l'IF, en plus première femme présidente de l'Institut français. Et je dois dire, j'ai vraiment à cœur d'être à la hauteur de cette confiance. Je suis diplomate de carrière au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis 1994 et dans la coopération depuis le début des années 2000. En matière de coopération, je dois dire que j'ai suivi toutes les évolutions de la centrale, puisque j'étais à la DGCID, tout d'abord comme chef de la coordination géographique Asie. J'ai aussi été à la DGM comme chef de service par intérim du pilotage du réseau. J'ai été ensuite en poste... Alors, il y a eu des choses entre tous ces postes, mais j'ai aussi été COCAC au Vietnam, directrice de l'Institut français du Vietnam. Et même si après le Vietnam, j'étais ambassadrice de France au Cambodge, j'ai été toujours très attentive aux questions de coopération parce que je les aime et parce que je pense qu'elles sont essentielles à toute politique extérieure. Et je dois dire qu'au Cambodge, j'ai fait très attention à la coopération, au SCAC, à l'Institut français. J'ai été très heureuse de contribuer d'ailleurs à l'ouverture de la première Alliance française du Cambodge. Donc, vous voyez, les sujets de coopération, les sujets du réseau sont des sujets qui me sont particulièrement chers et que je suis depuis de nombreuses années. J'ai fait aussi un passage dans le secteur privé. Alors, passage, ça ne veut pas dire que c'était forcément court, mais j'y suis allée plusieurs années dans l'entreprise Michelin et je dois dire que ça a développé mon appétence pour les questions de management d'entreprise, de questions de recettes, de coûts, de marge, etc. Autant de choses que j'ai retrouvées au sein de l'EAF, tout simplement, que j'ai dirigé. Puisque vous connaissez tout ça, et notamment dans les centres de langue, tous les calculs qu'il faut faire sur des questions d'efficience de nos opérations et de l'allocation de nos budgets.
Voilà, venant du réseau et de la coopération, je dois dire, je souligne vraiment à quel point pour moi c'est agréable d'arriver à l'Institut français parce que j'y retrouve beaucoup de gens que je connais et Mathieu l'a souligné également et je dois dire que c'est vraiment très positif de prendre ces fonctions dans cette atmosphère. Le deuxième point que je voudrais faire, c'est que j'ai souhaité qu'on puisse organiser ces visios assez rapidement, car la raison d'être de l'Institut français, certainement pas la seule, mais en tout cas la principale, c'est bien d'être au service du réseau. Et quand je parle du réseau, c'est du réseau dans toute sa diversité. Les instituts français, les alliances françaises, les grands pays à réseau, les petits pays sans réseau, les pays développés, etc., les pays moins développés. Et vous tous n'avez pas les mêmes relations avec l'IF, vous en avez plus ou moins besoin, vous connaissez plus ou moins bien l'IF, et pourtant, je pense que c'est extrêmement important que nous soyons très attentifs à être à votre écoute à tous et à être à vos services à tous, de façon sans doute différenciée, mais en tout cas bien là pour vous tous. Et c'est un point sur lequel je veillerai particulièrement. J'ai, dans le cadre de mes rendez-vous de prise de fonction, commencé à échanger avec plusieurs COCAC et je vais bien sûr me rendre régulièrement sur le terrain, chez vous. Alors, peut-être pas chez vous tous, mais en tout cas, chez un maximum d'entre vous. Et puis, en cette période de prise de fonction, j'ai d'ailleurs prévu de participer à certains COS pour mieux appréhender vos problématiques et vos thématiques aujourd'hui. Vous avez traversé, nous avons tous traversé d'ailleurs, et c'est sans doute pas terminé pour beaucoup d'entre vous, mais des périodes très difficiles de fermeture d'espaces culturels, de désaffection des cours de langue, voire d'isolement. J'espère que chez vous, j'espère que d'abord vous allez bien et j'espère que chez vous, les choses reprennent comme nous avons le plaisir de les voir reprendre en France. Et je dois dire que pour autant, elles ne reprennent pas comme avant. Je pense qu'il est très clair que les gens ont découvert d'autres façons de vivre, d'autres façons de travailler, des questionnements aussi peut-être différents, plus profonds qu'avant. Ils ont des envies, ils ont des demandes qui ont évolué. Et c'est vraiment important. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul sur tout ça, mais c'est quelque chose qui me frappe beaucoup en revenant en France après 8 ans d'expatriation. Vous tous avez fait admirablement face à la crise, vous avez inventé des nouveaux projets, des nouvelles façons d'aller vers le public avec les cours en ligne. Ça a parfois marché, parfois ça n'a pas marché, mais vous avez essayé tout ce que vous avez pu. Et de toute façon, même quand cette crise sera terminée, nous devrons aussi, je dirais, capitaliser sur ce que ça nous aura appris en termes d'outils, en termes de fonctionnement. Je pense que ce sera sans doute un des aspects positifs aussi du bilan qu'on pourra tirer de tout ça. En tout cas, pour nous, à l'Institut français, c'est le message que j'ai passé. C'est très important au moment où les choses peuvent reprendre en présentiel que nous soyons sur le terrain, à vos côtés. Les contacts humains nous ont beaucoup manqué. J'espère d'ailleurs que nous aurons le plaisir de vous voir nombreux à Paris, peut-être aux prochaines journées du réseau, aux prochains ateliers de l'Institut français à l'été prochain. Les formations à Paris que nous organisons ont pu reprendre en présentiel et je dois dire que c'est comme une bouffée de nouvelle ère qui nous arrive et nous en sommes très, très heureux. Je voudrais m'attarder maintenant sur notre action dans un contexte qui change de façon brutale en réalité. Le monde actuel nous oblige à repenser nos actions et nos façons de faire. Aujourd'hui, nous devons prendre acte du fait que nous sommes entrés dans une phase de tension internationale nouvelle, de combat de valeurs, de guerre des narratifs, pour reprendre une expression notamment utilisée par Mathieu. Je pense que nous devons aussi, nous, à l'Institut français, reprendre la main sur notre narratif. Qu'est-ce que nous racontons? Qu'est-ce que nous voulons dire? Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, nous disait à la dernière conférence des ambassadeurs, c'est-à-dire en fait celle qui remonte à avant le Covid, il n'y a plus de soft power, il n'y a que du hard. Je crois que vous connaissez tous cette expression. Elle a le mérite d'être extrêmement claire, tout est dit. Et nos valeurs, les valeurs que la France porte, sont parfois mal comprises, pour dire le moins, mal interprétées. Et nous ne sommes pas forcément nombreux à défendre les mêmes valeurs et qui sont tout entières inscrites dans notre devise, que je voudrais redire ici, liberté, égalité, fraternité.
Mais il est vrai aussi que notre société, la société française, est traversée de questionnements identitaires et sociétaux extrêmement forts, qui sont même complexes à appréhender par nous-mêmes et qui peuvent l'être encore plus par nos partenaires étrangers. Nous sommes en première ligne, et vous en particulier sur le terrain, en première ligne de ce dialogue des cultures qui peut tourner à l'incompréhension, mais que nous devons toujours soutenir. Et nous devons toujours nous souvenir du sens de nos actions et de leur sens politique. Et notre rôle, le rôle de l'Institut français, le rôle du réseau est primordial dans ce qui est la seule voie dans ce monde d'évolution brutale, la seule voie que nous souhaitons promouvoir, en tout cas, qui est le dialogue entre les cultures pour expliquer qui nous sommes et mieux comprendre ce qui fait les autres. Et vous êtes ceux, là je voudrais vraiment rendre hommage à ce que vous faites, parce que vous êtes ceux qui savez décrypter les phénomènes culturels, sociaux, politiques de vos pays de résidence et nous dire à nous comment interagir avec les personnalités et institutions partenaires de vos pays, comment les reconnaître, comment les décrypter, comment ouvrir le dialogue avec eux. De ceux qui font le phénomène coréen de télévision, la série Squid Game, qui est ce dont on parle aujourd'hui partout, aux photographes sénégalais Omar Victor Diop, en passant par la réalisatrice afghane Sarah Mani, l'astrophysicien écrivain vietnamo-américain Chin Xuan Tuan, la chorégraphe argentine Amparo González Sola, à tous les artistes accueillis en résidence en France, je ne cite que quelques exemples, c'est vous qui les repérez, c'est vous qui les connaissez, qui les accompagnez et qui créer des liens entre eux et la France. En sens inverse, les œuvres, les mots des personnalités comme la metteuse en scène Caroline Guélan-Guyenne, l'écrivaine Leila Slimani, l'architecte Christophe Hutin, actuellement à la Biennale d'architecture de Venise, ou les dizaines d'artistes, plasticiens, écrivains, directeurs de musées, cinéastes, designers, spécialistes de réalité virtuelle qui vont bientôt aller faire une résidence dans le cadre de la Villa Albertine aux États-Unis, tous racontent la France et la France d'aujourd'hui. Ces échanges, cette mobilité, mais aussi le débat d'idées, le dialogue entre les sociétés civiles sont des leviers essentiels pour notre politique d'influence et doivent nous permettre de toucher tous nos publics. Et là, quand on parle de débat d'idées, je voudrais revenir sur le 27 janvier prochain, la Nuit des idées, vous la connaissez bien, mais c'est une Nuit des idées un petit peu spéciale, car elle ouvrira en Europe, en quelque sorte, la série d'événements que nous portons dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, avec un thème particulièrement d'actualité, puisqu'il s'agit de construire, reconstruire ensemble. Je pense que cette manifestation, peut-être la grande manifestation qu'on pourrait dire post-Covid, avec beaucoup d'optimistes, permettra de confirmer la place essentielle du débat d'idées dans nos actions. Et voilà. Et je pense que toutes ces œuvres, tous ces mots, toutes ces pensées, tous ces dialogues peuvent se déployer à l'international et ici aussi en France grâce à tous ceux que vous nous amenez et avec qui on arrive à créer des liens. Le dialogue des cultures passe forcément aussi par la langue et j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur la langue française, la francophonie, et nos réflexions sur la langue française s'inscrivent toujours davantage dans un contexte de plurilinguisme et dans le fait que la langue française a largement échappé à la France. Je dis ça dans un sens extrêmement positif. Et c'est bien ça qui doit nous rendre forts, comme le dit le président de la République dans son discours de 2018 sur la langue française et le plurilinguisme. Les 2 années qui viennent de s'écouler ont été particulièrement dures pour la promotion de la langue française parce que les cours de langue ont été frappés de plein fouet par la crise Covid dans nombre de pays. Alors, pas dans tous. Je sais aussi que dans certains autres pays, ils ont même augmenté, mais globalement, ça a été difficile. Bravo à tous vos professeurs, à tous ceux qui ont fait autant d'efforts pour maintenir l'intérêt pour les cours de français et la langue française. De notre côté, nous avons eu un très bel événement avec l'Institut français de Tunisie, très récemment, avec les États généraux du livre en langue française, qui a été organisé à la demande du président de la République pour développer l'accessibilité du livre en français. Le suivi de ces États généraux sera l'un de nos thèmes de travail. En parlant de centres de langue, j'aimerais aussi parler de démarche qualité. Je pense que c'est important de développer les centres de langue. Cette démarche qualité est là pour vous appuyer, même si elle a vocation à dépasser
et aussi en quelque sorte à échapper au centre de langue pour couvrir l'ensemble des établissements. Et puis, pour les postes européens, dans le cadre de la PFUE, nous vous donnerons des outils de communication pour promouvoir le plurilinguisme et bien sûr la langue française dans un cadre de plurilinguisme. Voilà quelques jalons, mais je tiens à dire aussi qu'il y aura un événement l'an prochain qui sera important aussi, c'est l'inauguration de la Cité internationale de la langue française, de la francophonie à Villers-Cotterêts. Nous sommes allés voir l'état d'avancement du chantier et discuter partenariat avec Valérie Senghor, la porteuse du projet. Je pense que ce sera un très bel outil pour le réseau et pour la promotion de la langue française, entre résidences d'artistes, spectacles, conférences et débats d'idées, dans un lieu très accessible à partir de Paris, porteur d'une histoire magnifique. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet avec vous, mais voilà, c'est une échéance qui va bientôt arriver et qui est une échéance très positive. Mais dans tous les sujets que nous couvrons, de disciplines multiséculaires comme le théâtre jusqu'à la réalité virtuelle, c'est vrai que nous embrassons des champs extrêmement larges. On vient de parler de langue française, mais il y a énormément de champs que nous couvrons et qui sont généralement interconnectés. Je dois dire que c'est d'ailleurs l'une des forces du réseau, l'une des forces de l'Institut français, que d'avoir une vision à 360 degrés qui traverse tous les champs des disciplines culturelles. Aujourd'hui, cette force et cette expertise, elle doit s'incarner, elle doit se projeter dans le soutien aux industries culturelles et créatives, qui est l'une de nos priorités, vous le savez bien. La saison Africa 2020 vient de s'achever en France, Mathieu l'a dit, de même que le nouveau sommet Afrique-France. C'était une séquence extrêmement importante et intéressante. Et la détermination du président de la République à réinventer les relations entre l'Afrique et la France en s'appuyant sur la jeunesse, en s'appuyant sur la société civile, je pense est très importante pour nous en tant que cela nous a montré comment le président de la République souhaite que les lignes bougent et comment les projets sont désormais appréhendés avec pour objectif de sortir des sentiers battus et de penser hors des cadres. Vous le faites déjà beaucoup, mais je pense que c'est important. Enfin, moi qui étais dans ces événements, je dois dire que j'étais impressionnée par la nouveauté, l'innovation, les changements que voilà, cela véhicule, cela communique. Et je pense que c'est important aussi que nous intégrions ce souhait de peut-être se dire qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire avec la société civile. On le fait déjà, mais peut-être en inventant des nouveaux formats quand on constate, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, hein, que ceux que nous avons sont peut-être essoufflés. Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas déjà le cas. Hein. Je ne prétends pas que vous ne faites pas déjà tout ça, mais j'étais assez marquée par tous ces formats nouveaux auxquels j'ai assisté depuis ma prise de fonction. De la même façon, nous avons commencé à nous emparer de la révolution numérique, mais nous devons aller encore plus loin dans nos réflexions. En questionnement, je n'ai pas les réponses toutes faites, je pense que c'est avec vous qu'il faut avancer, mais en questionnement, il y a comment nous parlons à des générations qui ont plus le goût de vidéos virales sur les réseaux sociaux que l'habitude d'aller dans des salles de spectacle. Comment travaillons-nous face à des jeunes qui ont le talent inné, en plus, de faire des posts vus par des millions de personnes en quelques secondes, quand bien souvent nous bataillons pour des milliers de likes en quelques minutes, en quelques heures? Comment nous réinventons nos missions lorsque nous savons maintenant que nos établissements peuvent être amenés à fermer du jour au lendemain? Et comment nous appréhendons nos publics à l'heure de l'intelligence artificielle et notamment des algorithmes? Je pense que ce sont des questions extrêmement importantes. Et dans ce monde qui est en constant changement, des changements brutaux, eh bien, nous avons choisi à l'Institut français de nous poser ces questions et de nous dire comment nous nous adaptons dans notre organisation, dans nos méthodes de travail,
je dirais, être plus à même de vous servir dans l'évolution de tout ce contexte. L'IF fête cette année son 10e anniversaire. C'est un moment de questionnement. C'est de questionnement sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. L'Institut français est une institution avec des spécialistes vraiment pointus parfois de leur secteur, et vous les connaissez très bien. Moi-même, je suis bluffée quotidiennement par les compétences des collaborateurs de l'Institut français en termes de montage de projets, de connaissance de nos partenaires institutionnels, artistiques. C'est vraiment, je dirais, une richesse incroyable. Et puis, c'est une richesse qui nous permet de faire des ponts entre les disciplines. Et les champs que nous couvrons s'élargissent. Le monde évolue, les modalités de nos actions aussi. Et j'en veux pour preuve tout ce que je viens de dire sur l'importance prise par la société civile, l'importance prise par la révolution numérique, les industries culturelles et créatives. Honnêtement, on n'en parlait pas il y a 10 ans. C'est vraiment des choses qui prennent de l'ampleur maintenant. Et pour autant, l'importance de soutenir la création artistique, les artistes demeure. La nécessité de les accompagner à l'étranger demeure. Ils ont besoin de nous pour se faire connaître au-delà de nos frontières, se nourrir des autres, et nous avons besoin d'eux aussi pour penser le monde et l'interpréter. Et face à tout ça, face parfois aux grands écarts qu'on nous demande aussi en termes de sujets à couvrir, de charges de travail, il nous faut faire preuve d'innovation, d'adaptabilité, d'agilité. Une réflexion sur une réorganisation interne de l'Institut français a été lancée au printemps dernier, qui fait suite à des mois de discussions et de réflexions déjà, Erol y reviendra. Cette réorganisation comprendrait en particulier une refonte de notre organigramme pour être plus en phase avec les priorités politiques identifiées par nos tutelles, le ministère évidemment de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, mais aussi pour simplifier et fluidifier nos méthodes de travail, avoir un organigramme plus lisible. Ce n'est pas un mince changement, c'est vraiment une forte évolution qui fait l'objet de nombreuses discussions dont j'espère que nous aboutirons très prochainement. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur cette réorganisation aujourd'hui, mais pour ce qui vous concerne, sachez que nous avons pour projet de créer une véritable direction de soutien au réseau, une direction à part entière, qui regrouperait tout d'abord la coordination géographique, qui permettra d'avoir une entrée renforcée, une entrée pays, une entrée sous-régionale et régionale. Et je pense que c'est extrêmement utile pour penser nos actions en termes géographiques, en termes de priorité géographique. Il y aurait le développement des compétences et des établissements, la formation, la démarche qualité en particulier, et aussi la coordination de l'appui artistique au réseau. Et puis, il y aurait l'offre de programmation et la transformation numérique. Vous connaissez bien ce sujet de la transformation numérique, c'est une de nos priorités, bien sûr, à la demande du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais c'est en fait une évidence. Et nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, cette direction du soutien au réseau ne serait pas votre unique porte d'entrée à l'IF. Rien ne vous interdirait, bien sûr, de poursuivre vos relations avec les spécialistes sectoriels. Néanmoins, elle serait une entrée simple, lisible, et je dois dire avec des ambitions renforcées sur ces stratégies géographiques que nous pourrions faire et sur aussi cette transformation numérique et l'appui que nous vous apportons. C'est vous dire combien nous sommes bien sûr conscients de l'importance du soutien de l'Institut français au réseau et nous souhaitons le renforcer en quantité et en qualité. La formation, je voudrais juste m'attarder 2 secondes sur la formation, c'est l'un des piliers de l'accompagnement du réseau. Je pense que c'est aussi je dirais une mission très réussie. Mais pendant la crise Covid, de nombreuses formations ont eu lieu en ligne. On a pu former en 2020, en 2021, près de 1500 agents sur des thématiques très diverses, comme la direction d'un centre de cours en contexte de crise, la création de contenus audiovisuels, etc., etc. Le point positif finalement de cette crise Covid et de ce basculement avec tous ces formats webinaires, c'est que ça nous a permis de toucher des collègues du réseau de façon beaucoup plus large qu'avant. Il sera intéressant d'ailleurs que vous nous donniez votre retour, vos attentes, vos suggestions
gestion, si vous ne l'avez pas déjà fait, car nous allons continuer en 2022 à proposer des ateliers virtuels qui vous sont destinés, avec comme priorité l'innovation et l'accompagnement de la transition numérique au sein de vos établissements. Pour l'heure, ces rencontres en ligne sont déjà programmées au rythme de 2 rendez-vous hebdomadaires, accessibles en direct et en rediffusion. L'un qui présente un programme spécifique de l'Institut français et l'autre qui vous permet d'échanger avec des experts sur des thématiques d'actualité au cœur de vos préoccupations. Et puis, ça permettra de faire la part belle aux échanges entre vous, bien sûr, de vous fournir une plateforme de témoignages, d'échanges de bonnes pratiques. Je pense que c'est extrêmement important. Mais nous avons encore une fois le plaisir de vous retrouver en présentiel aussi. Et ça, je dois dire que c'est quand même à chaque fois des moments très, très intéressants, bien sûr, professionnellement, mais aussi chaleureux humainement. En ce qui concerne la transformation numérique, vous le savez, il y a eu beaucoup de travaux engagés sur ce sujet en liaison avec vous. Le recueil de vos besoins, un travail de cartographie avec 2 études pilotées par l'Institut français avec le ministère et qui ont permis d'établir une feuille de route de la transformation numérique du réseau autour de 4 priorités. Améliorer les équipements et les logiciels, former les équipes aux nouveaux usages du numérique, soutenir le développement de nouvelles offres numériques pour diversifier les publics et favoriser les collaborations entre les postes et le partage d'expériences en animant des communautés en ligne. Il y a eu un appel à projets qui s'est terminé. Près de 140 projets ont été déposés et nous soutiendrons 2 tiers d'entre eux qui vous permettront d'avancer dans cette transformation numérique. Je dis 2 tiers, mais c'est environ. Malheureusement, nous n'avons pas pu prendre, je pense, 100% des projets, mais c'est déjà une première belle étape. Et en plus, d'autres mesures concrètes sont prévues, comme le développement de modules de formation en ligne et l'accompagnement sur mesure de vos établissements, le partage d'expertise au sein du réseau et la création d'un catalogue référençant des solutions utiles aux activités culturelles et linguistiques. Voilà, nous sommes à vos côtés pour cette transformation numérique. Nous-mêmes, nous essayons toujours, et nous devons le faire, nous devons adapter nos outils en permanence. Voilà, pour tous ces projets, et puis parce que je pense qu'après ces années de Covid et puis ce besoin de se remettre, je dirais, dans des rails collectifs, de renforcer le collectif, j'ai pour projet, j'ai pour ambition d'écrire un projet d'établissement pour l'Institut français qui, bien sûr, s'inscrit dans les priorités stratégiques données par nos tutelles et consignées dans le COP. Voilà, donc vous en aurez bien sûr connaissance. Il y aura des consultations pour établir ce projet d'établissement. Encore une fois, nous sommes à vos côtés. Je pense que s'il y a 3 choses que j'aimerais que peut-être on retienne de cette intervention, c'est que nous sommes tous ensemble le fer de lance de la diplomatie d'influence dans un contexte toujours plus compétitif et dans des cadres qui explosent nos habitudes. L'Institut français est bien à vos côtés et s'organise pour l'être toujours plus et mieux, que ce soit les instituts français, que ce soit les alliances françaises. Et là, je voudrais souligner aussi la qualité du dialogue que nous avons ici à Paris avec la Fondation Alliance française, avec laquelle nous étions d'ailleurs il y a très peu et nous communiquons extrêmement fluidement. Et puis, bientôt, un projet d'établissement qui vise à renforcer l'identité de l'Institut français de Paris. Voilà, on pourrait dire que j'ai de grandes ambitions pour l'Institut français, pour ce que nous pouvons faire ensemble. Et de toute façon, nous ne pourrons avancer, nous ne pourrons faire des choses qu'avec vous, qu'ensemble. Mais j'ai surtout un grand plaisir à être avec vous et je pense que voilà, c'est pas le principal, mais presque. Je voudrais terminer là en passant la parole à Aérol Hoc, le directeur général. Je ne pense pas qu'il est utile de le présenter, mais je trouvais ça important, après qu'il ait assumé l'intérim pendant 1 an, l'intérim de la présidence, je trouvais ça important qu'il puisse aussi s'exprimer dans cette séance. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Eva et d'abord bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers collègues. Je suis vraiment très heureux que l'on puisse se retrouver ici ensemble aujourd'hui. Alors
Alors en ligne certes, mais en nombre aussi, ce qui fait plaisir, à l'occasion d'une part de la récente arrivée d'Eva à la présidence de l'IF, et puis aussi d'une certaine manière dans la perspective de cette sortie de crise, du retour à la normale que l'on attend tous depuis de si longs mois à Paris comme dans vos pays respectifs. Alors depuis mon arrivée à la direction générale de l'IF, c'était en janvier 2020, et puis au cours de l'intérim qu'a évoqué Eva, entre l'été 2020 et l'été 2021, j'ai eu bien sûr et heureusement la chance d'échanger de vive voix avec plusieurs d'entre vous. J'ai aussi eu l'occasion d'en croiser bon nombre d'autres lors des nombreux webinaires, tables rondes, ateliers, sessions d'échange que nous avons organisés ensemble avec vous, entre l'Institut français et le réseau. Mais c'est aussi vraiment pour moi l'occasion de saluer aujourd'hui toutes celles et ceux, notamment parmi les derniers arrivés dans le réseau, que je croise même virtuellement pour la première fois. Alors ce rendez-vous est aussi l'occasion, on l'a dit, de vous présenter la nouvelle équipe de direction, en tout cas en grande partie, telle qu'elle a été constituée depuis les mouvements de cet été, et même si les visages de cette équipe vous sont pour beaucoup, je crois, déjà familiers, voire très familiers. Alors je serai assez bref dans mon intervention, parce que je crois que c'est important que vous puissiez sans trop tarder commencer à échanger avec l'équipe, avec les directeurs et directrices qui sont présents, même si au-delà de l'échange d'aujourd'hui, ce qu'on a en tête vraiment, c'est l'idée d'un dialogue permanent avec vous et avec vous dans toutes vos composantes, comme l'a dit Eva. Alors ce dialogue, on l'a dit, c'est indiscutablement, je crois, renforcé et resserré à l'occasion de la crise qui a touché fortement le réseau dans toutes ses composantes en 2020. Et à l'époque, avec les moyens dont on disposait, nous sommes efforcés, en lien bien sûr avec le ministère, de répondre à vos besoins au fil de l'eau, et dans l'urgence bien souvent. Dans certains cas, il s'agissait simplement d'intensifier des circuits et des dispositifs qui existaient déjà, ou encore de les adapter à la situation nouvelle qui était apparue pendant la crise. Dans d'autres cas, il a fallu au contraire inventer avec vous, dans un contexte pour vous souvent très complexe localement, de nouvelles manières de vous accompagner, de vous soutenir, de vous appuyer à chaque fois que ça a été possible. Et dans ces moments qui sont forcément difficiles, parfois tendus, nos équipes ont vraiment, je tiens à vous le dire, beaucoup apprécié les retours très positifs qui sont venus du réseau. Ça nous a fait chaud au cœur et au fond, c'est cela qui nous motive au quotidien, c'est vous être très concrètement, très pragmatiquement utile en toute situation. Alors, c'est à la fois pour nous une question de principe et aussi une logique d'efficacité, je dirais, la politique d'influence et la promotion des dialogues entre les cultures dont Eva a parlé, elle se joue évidemment avant tout sur le terrain, donc dans les SCAC, dans les EAF, dans les alliances françaises, au contact de vos partenaires et de vos publics. Alors, cette période de crise nous a amené aussi, et je crois comme beaucoup d'autres institutions ou organismes, à réfléchir à nos priorités, parmi lesquelles, bien évidemment, l'appui au réseau, à réfléchir à nos outils aussi, à nos programmes et à nos modalités de collaboration. Et puis, l'un des axes principaux de cette réflexion a porté sur les conditions pour réussir à pérenniser dans la durée, et non pas seulement dans l'urgence d'une crise, la mobilisation assez forte de l'Institut français en direction à la fois des opérateurs culturels français, des partenaires étrangers et bien entendu, en tout premier lieu, en direction du réseau. Et c'est cette réflexion sur ce que nous pouvions apporter en plus dans la durée qui nous a assez logiquement, assez naturellement amené à repenser nos propres principes de fonctionnement et nos propres principes d'organisation. Une évolution depuis une logique qui était une logique vraiment par secteur d'activité culturelle vers une approche par finalité, par grands objectifs, nous est apparue assez vite comme la plus à même de poursuivre dans la durée cette mobilisation dont on a parlé au plus près des besoins de nos interlocuteurs. Et de ce point de vue, la création envisagée, évoquée par Eva, d'une direction de l'appui au réseau, nous semble une réponse assez évidente, en tout cas nécessaire, aussi pour consolider vraiment dans la durée le lien qui nous unit et qui s'est beaucoup resserré pendant la crise. Et cette idée nous semble aussi assez bien en ligne avec l'initiative forte, inédite de transformation numérique que nous engageons avec le ministère et avec vous, et qu'Eva a également déjà mentionné. En tout cas, dans les deux cas, ce qui se passe, c'est que la crise suscite un mouvement, mais ce mouvement s'inscrit dans une réflexion qui était préexistante à la crise, et surtout, je crois, ce mouvement est pensé pour être durable et pérenne. Alors, nous sommes convaincus que cette nouvelle organisation, lorsqu'elle sera une fois adoptée, faciliterait et enrichirait encore davantage notre travail en commun avec vous. Et dans ce nouveau contexte, je tiens quand même à le dire, il sera de toute façon très crucial de préserver dans notre relation la souplesse et la disponibilité de nos équipes à l'écoute des vôtres. Et je crois qu'il est essentiel qu'on continue de travailler ensemble dans la nuance et avec discernement. C'est-à-dire dans notre cas, en continuant vraiment à tenir compte de vos spécificités, parfois des disparités entre vos établissements, et puis continuer aussi pour nous à nous adapter assez vite, si possible, à l'évolution de vos attentes, de vos contextes d'activité aussi, et puis de vos besoins. Alors une organisation de l'Institut français Paris qui consacre enfin formellement cette mission essentielle d'appui au réseau ne peut normalement que vous être utile et on en est convaincu. Mais en tout cas, la qualité des relations directes et parfois des relations même personnelles entre vous et nous doit vraiment à tout prix être préservée, voire encore améliorée à cette occasion.
En tout cas, c'est d'ores et déjà, je crois, le sens de ce premier échange que l'on a aujourd'hui, dont je me félicite vraiment. C'est tout le sens aussi de la nécessité, pour Eva comme pour moi bien sûr, et aussi pour nos équipes plus spécialisées, de venir vous voir très concrètement dans vos pays respectifs, de vous voir agir au quotidien pour les politiques que nous portons ensemble, de vous voir agir auprès de vos partenaires, de vos publics. Et à l'occasion notamment des COS, mais sans doute aussi d'autres événements locaux ou régionaux, je m'efforcerai bien sûr de me rendre disponible aussi souvent que possible pour venir échanger avec vous, avec vos équipes et puis avec vos interlocuteurs sur place. Je le ferai car c'est une nécessité pour l'Institut français, bien évidente, mais aussi et surtout je le ferai avec grand plaisir, après plus d'un an de mobilité géographique très contrainte, pour ne pas dire parfois impossible. Donc en attendant de vous retrouver, je l'espère, sur place, j'allais dire chez vous, je vous souhaite vraiment une excellente suite de webinaires et je laisse sans plus attendre la place à vos remarques, vos questions, vos échanges avec nos équipes. Donc merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Je repasse la parole à Maude. Merci Errol. Oui, en effet. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la barre d'instruction et puis vous pouvez également demander à prendre la parole. Juste peut-être rapidement, avant de repasser la parole à Eva, ce que Cyril nous pose comme question depuis Nairobi, notamment sur les enjeux de notre partenariat avec l'AFD. Je voulais répondre à Pascal de Schutter depuis San José, puisque en effet, vous le savez, parmi les appels à projets, vous allez retrouver le plan d'appui à la formation, qui est un appel à projet que vous retrouvez tous les ans, sur lequel on est là en accompagnement d'un plan d'appui local, mais aussi régional. Et évidemment, tout ça passe par une discussion avec nos collègues du pôle formation. Je pense à Christophe Chaillot et tous les collègues qui peuvent vous accompagner sur de l'expertise, sur des propositions, mais aussi comment accompagner au mieux vos établissements. Donc, sans plus tarder, Eva, je te passe la parole pour la question posée par notre collègue à Nairobi. Donc, sur le partenariat entre l'IF et l'AFD, le soutien aux ICC dans les pays en développement, notamment en Afrique, et quelles sont les perspectives dans ce domaine? Voilà, j'arrive à… Oui, merci de la question. Et puis, je laisserai peut-être Errol ou d'autres compléter s'ils le souhaitent. Alors, déjà, c'est une question très d'actualité puisque nous étions ensemble au nouveau sommet Afrique-France à Montpellier où nous avons monté AFD et Institut français une séquence sur les ICC, justement. Je dois dire une très belle séquence avec énormément de témoignages. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'idées. Alors, c'est des sujets, je dirais, de partenariat entre l'AFD et l'IF qui sont encore un peu nouveaux. On a une convention de partenariat avec l'AFD qui est arrivée à échéance en juillet. On est justement en discussion, en réflexion pour voir comment la renouveler, sur quelle base, sachant qu'en effet, nous avons, nous, des programmes ICC et eux ont un mandat ICC avec aussi des programmes ICC. Comment on fait la jonction? On n'a pas totalement toutes les réponses aujourd'hui, pour tout vous dire, mais en tout cas, il y a une grande envie d'aller plus loin dans la structuration, dans le soutien à la structuration des filières ICC en Afrique. Je dois dire que ce qui s'est passé au nouveau sommet Afrique-France, je pense, a renforcé notre motivation. Maintenant, on est en train de voir sur quel point d'appui, selon quelle modalité. Il faut bien sûr aussi qu'on en discute avec les tutelles. Ce sont des champs qui, je dois dire, ont besoin encore d'être réfléchis pour voir comment on avance tous ensemble. Alors, j'ai bien conscience que ce n'est pas une réponse précise sur des projets précis que je vous donne, mais c'est en tout cas la réalité parisienne aujourd'hui. Voilà, en tout cas, c'est un sujet extrêmement bien identifié, avec des contacts qui ont été bien établis, avec des premières choses qui ont été faites ensemble, bien réussies, et voilà, comment on avance ensemble et dans quelle voie, c'est tout l'objet des réflexions et des discussions en cours. Je ne sais pas si Errol ou Sophie veulent ajouter quelque chose. Oui, non, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a une collaboration avec l'AFD qui fonctionne par projet et qui fonctionne plutôt bien, on l'a vu, donc ça, c'est intéressant. Et je crois que de leur côté comme d'une autre, le souhait, c'est vraiment de réfléchir un peu à la structuration, c'est-à-dire comment on s'organise réellement pour travailler de manière un peu structurelle avec eux. Et Eva l'a dit, ce qui est très important, puisque là, on travaille entre opérateurs, c'est qu'on soit bien en ligne aussi avec nos tutelles, ça c'est extrêmement important. Donc voilà, donc il y a des échanges avec l'AFD, il y a des discussions bien entendu avec les ministères qui sont concernés, mais en tout cas notre souci c'est ça, c'est au-delà des collaborations ponctuelles qui ont fonctionné et qui ont bien fonctionné, c'est voir de notre côté et du leur aussi comment est-ce que
le partenariat. Et donc là, il y a effectivement une convention qui est en cours de discussion et qui sera en rediscussion, en renouvellement, peut fonctionner dans la durée et que ça continue d'être efficace, évidemment, pour ce sujet très important que sont les ICC, notamment en Afrique. Donc voilà, c'est exactement l'état de la réflexion. Et donc, bien entendu, quand on aboutira un peu plus concrètement, vous en serez très vite tous informés parce que ça concerne effectivement pas mal de postes. Sophie, peut-être, je ne sais pas si tu veux… Oui, bonjour à toutes et tous. Je vais être là-dessus très, très brève. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu effectivement une manière de se comprendre et de s'appréhender les uns les autres. Et maintenant, les relations se sont beaucoup fluidifiées et ça permet de pouvoir travailler et penser des projets pour l'avenir avec l'AFD, bien au-delà des premières bases qui ont été jetées. La réflexion, comme l'a dit Eva, est en cours sur la poursuite de la convention. On voit beaucoup de choses qui peuvent se développer. Le premier programme Access a lancé des bases déjà un peu importantes. À la suite du sommet Afrique-France, on comprend qu'il y a des moyens qui devraient être renforcés sur ce programme, mais beaucoup d'autres pistes aussi, si on prend celle des États généraux qui se sont tenus à Tunis, autour du livre en particulier. Je pense que l'AFD peut être un partenaire pour développer d'autres choses que ceux avec quoi ils sont aujourd'hui présents, notamment sur ce projet ressources éducatives que vous connaissez sans doute et qui agit dans 6 pays sur le continent africain et qui permet de développer un environnement lettré pour les élèves d'Afrique subsaharienne. Donc, ce sont des pistes, en tout cas, qu'on peut envisager. Il y en a beaucoup d'autres et on va les creuser avec eux dans un climat maintenant qui est assez renforcé, je pense. Il y a un commentaire là dans le chat sur Expertise France Expertise Internationale, c'est tout à fait juste et comme de toute façon, ils sont raccrochés à l'AFD maintenant, on est bien en phase avec ça, absolument. Merci beaucoup. On continue à regarder évidemment tout le fonctionnement. Jean-Marc, pour répondre à ta question, évidemment, on sera ravis de pouvoir se déplacer, que ce soit pour un COS, une réunion réseau, et puis pourquoi pas participer à des moments sous-régionaux. Évidemment, vous pouvez toujours compter sur l'Institut français pour être à vos côtés. Et puis également, donc je reprends en même temps le fil avec vous sur tous les enjeux liés notamment à la promotion du sport, à la diplomatie du sport, puisqu'on a tous en tête, merci Lionel, sur ce rappel évidemment, les JO 2024 et puis la période de la Coupe du Monde de rugby d'ici là. Je ne sais pas là si l'un d'entre vous veut prendre aussi cette proposition. Oui, je peux en dire un mot parce qu'effectivement, pour nous, c'est un sujet extrêmement important parce qu'on réfléchit avec les ministères aussi à tous ces moments forts en fait, qui scandent l'actualité internationale pour l'image de la France. Évidemment, là, la séquence 2023 avec le rugby et les JO de Paris en 24 est intéressante pour nous. On a déjà pris contact depuis un certain temps avec notamment le COJO, le comité français pour Paris 24, avec la ville aussi, bien sûr, avec qui on a une convention. Donc, on réfléchit à la manière de valoriser, dans la lignée de ce qu'on fait normalement, ces moments-là, pour évidemment l'image de la culture française et de la langue française, comme vous le dites aussi. Et il y a des moments, effectivement, là vous parlez il y a des signatures de contrats de joueurs qui sont très, très visibles à l'étranger. Ça, sont aussi des moments importants. Mais je crois qu'on a, je donnerai un exemple très simple, on avait lancé il y a quelques mois une grande campagne digitale pour l'apprentissage du français chez les jeunes et avec des personnalités qui illustraient un petit peu le fait qu'ils avaient appris le français dans les instituts français, dans les langues françaises, etc. à l'étranger, des personnalités étrangères. Il y avait évidemment des acteurs du monde culturel, mais il y avait aussi par exemple un footballeur qui joue à Paris et qui évoque pour une certaine jeunesse pas mal de choses aussi. Donc voilà, en tout cas on est très ouvert sur ces questions-là. On pense qu'il ne faut pas rester dans un carcan trop précis. Ce qui est important, c'est l'influence, et ce qui est important, c'est de montrer une image de la France positive, en particulier pour des publics jeunes qui ne sont pas forcément les plus, habitués à nos formes classiques ou traditionnelles de
culture ou d'art. Et donc, c'est très important de les amener. Et le sport est une valeur, par ailleurs, extrêmement positive. Derrière l'olympisme et les Olympiades culturelles, il y a aussi des valeurs que la France a envie de porter à ce moment-là. Donc ça, c'est des valeurs d'égalité, des valeurs voilà, de solidarité. Et ça, c'est important. Donc, on s'y intéresse aussi de ce point de vue-là. Donc, vraiment, ça, on va vraiment le creuser. Et en tout cas, c'est un moment important qu'on a bien en tête pour 23 et 24. Merci, en effet. N'hésitez pas à poser des questions. Juste, j'en profite également puisqu'on a quelques actualités assez fortes. Je pense notamment à la 5e édition de Novembre numérique. Donc, je laisse la parole peut-être Stéphane sur ce sujet-là. Et puis, on a beaucoup parlé de diplomatie sportive et c'est aussi dans les perspectives qu'on a. On pourra reparler aussi de la nuit des idées, bien évidemment, puisqu'il y a pas mal de questionnements qui nous animent à Paris. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Novembre numérique fête son 5e anniversaire. Donc, c'est vraiment un événement qui a pris de l'ampleur dans le réseau. Donc, on a un certain nombre de grandes célébrations cette année à cette occasion. Un Novembre numérique France, qu'on n'a jamais fait, ce qui permet aussi de valoriser les actions du réseau aussi en France. C'est aussi important pour nous. Et puis, on lance un certain nombre de nouveaux outils dont vous allez pouvoir vous saisir en poste à cette occasion, notamment IF Digital, qui est donc une nouvelle plateforme qui vise à faire connaître la création numérique française à l'étranger. Donc là, vous allez pouvoir en poste découvrir tout ça et rentrer directement en contact avec cette offre. Mais je pense qu'au-delà de Novembre numérique, c'est vraiment aussi l'articulation avec la transformation numérique. Novembre numérique, c'est la célébration, c'est la mise en lumière. Et je pense que vous le savez, vous créez des événements totalement innovants autour de ça. Et puis parallèlement, il y a ce chantier beaucoup plus profond qui est vraiment une révolution des usages que vous avez commencé à mettre en œuvre. Moi, j'ai eu la chance d'être dans la commission aux côtés du ministère des Affaires étrangères sur l'appel à projets. Et j'ai vu à quel point, non seulement vos projets étaient innovants, mais à quel point ils étaient cruciaux. À quel point, je pense que c'est des projets qui vous permettent de repositionner vos établissements, qui vous permettent d'aller chercher de nouveaux publics, d'aller fidéliser les publics existants, de vous positionner dans des environnements concurrentiels, et puis de renouveler votre image, et enfin d'accompagner vos équipes sur place et de fédérer des équipes autour de projets. Donc l'idée, c'est vraiment aussi, nous, maintenant, un peu, on va dire que la balle est dans notre camp, si on reprend la métaphore sportive, et c'est à nous de vous proposer aussi des solutions globales, des solutions qui permettront des économies d'échelle et qui vous permettront encore plus aller vers la transformation numérique. Peut-être si tu veux nous dire un mot de la prochaine édition de la Nuit des idées. Vous m'entendez? Pardon. Très rapidement, parce qu'il y a 2 webinaires qui ont eu lieu sur la Nuit des idées, donc je pense que celles et ceux qui souhaitaient avoir les informations ont sans doute pu les faire, mais je rappelle qu'elle se tient le 27 janvier sur la thématique « Reconstruire ensemble » et qu'on a souhaité cette année privilégier à nouveau le retour en présentiel et non plus de vous inciter à faire des Nuits des idées, en tout cas quand c'est possible, de vous inciter à refaire des Nuits des idées en présentiel quand dans les pays c'est possible, contrairement à ce qui avait été initié l'année dernière autour d'un grand mouvement justement de Nuit des idées numériques. Voilà, je n'irai pas plus loin sur cette séquence que vous connaissez, je crois bien. Maud, si tu veux bien, je vais prendre la question sur la Maison des mondes africains qui a été posée par Cyril Girardon. En effet, le président de la République a annoncé lors du nouveau sommet Afrique-France à Montpellier la création d'une maison des mondes africains en France. Donc, il est possible que l'IF, oui, en effet, soit complètement intégré dans cette maison, mais nous ne savons pas encore. Et je pense qu'il pourra sans doute y avoir d'abord comme une sorte de mission de préfiguration de ce que serait cette maison, de quel contour, de quelle
de quels objectifs. Pour l'heure, nous n'avons pas encore ces informations. Je ne sais pas si Mathieu les a, mais il a disparu entre-temps. Mais on a récemment échangé avec le ministère de la Culture et voilà, pour le moment, sur ce sujet, le ministère des Affaires étrangères. Et voilà, je pense qu'il va falloir aussi un temps de définition des contours de cette maison des mondes africains, mais en effet, il est fort possible qu'on y soit associé, et ce sera sans doute une très bonne chose. Merci Eva. Donc on continue à être attentif à tous vos questionnements, évidemment pour 2024. Je vois en effet la question de l'offre de langue qui revient notamment depuis Bratislava. C'est vrai, évidemment, ça sera quelque chose de véritablement important pour nous de continuer à réfléchir avec vous comment promouvoir la francophonie sous toutes ses formes. Je vois que Mathieu Perrault nous a rejoint, donc je ne sais pas si vous souhaitiez réagir justement sur la proposition de Maison des cultures africaines. J'ai à peu près toutes les 10 secondes, ma connexion saute, donc j'ai des bouts d'intervention et croyez que j'en suis désolé. De peu que j'ai entendu sur la maison, je crois que c'est ça, c'est un projet qui a été annoncé par le président, mais on n'en est encore qu'au stade de la préfiguration. C'est un sujet donc qui n'est pas pour tout de suite, c'est une annonce qui est forte, et j'espère reçue comme telle par le public concerné. Il s'agira d'une maison des cultures africaines et des diasporas, donc elle aura, vous voyez bien, une double facette en direction des publics africains en Afrique, mais aussi en direction des Français, pour des actions qui auront lieu aussi en France, avec un maximum d'échanges et un spectre sans doute très large qui couvre un peu tous les sujets de l'influence, beaucoup quand même de choses autour du dialogue des cultures. C'est donc un vaste projet très intéressant, mais qui n'est encore, je dois l'avouer, encore quand même pour l'essentiel qu'un projet, et qui doit maintenant être modelé davantage aux réalités à la fois du besoin exprimé, de l'intérêt des partenaires, et puis évidemment, il y a des questions de faisabilité, y compris financières, qui doivent être encore clarifiées. Voilà. Donc une belle annonce, mais qui nécessite encore un peu de travail pour se concrétiser et un peu de temps. Merci beaucoup, en effet. Nous sommes évidemment tous attentifs sur ce projet qui a été annoncé. Je me retourne vers nos collègues, mais je ne vois pas d'autres questions. On est évidemment ravis, en tout cas, de vous voir si nombreux, de voir tous ces messages arriver également, et de savoir que vous êtes très attentifs à la façon dont on va annoncer les nouveaux projets d'autres priorités. Alors, je vois depuis Accra une question autour des priorités européennes pour l'IF et quel chantier en cours avec le Goethe Institut. Du coup, je me tourne vers Agnès. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, le Goethe, c'est un des partenaires vraiment principaux de l'IF dans le cadre de l'action européenne. Il y a plusieurs projets qui sont en cours, dont le Goethe est chef de file et auquel l'IF participe, notamment le projet Importunus qui porte sur les mobilités professionnelles, dont on va clore cette année le deuxième volet d'expérimentation. Alors pour rappel, ce projet Importunus avait vraiment vocation à prototyper un projet de mobilité pérenne au sein de l'Union européenne. Donc, c'est le Goethe Institut qui est le chef de file de ce volet Importunus. On a, d'ici la fin de l'année, plusieurs ateliers de travail avec eux, avec les différentes équipes, afin de remettre à la Commission européenne des préconisations en vue donc de la mise en place d'un programme pérenne auquel on souhaitera très certainement répondre quand l'appel paraîtra. On espère en tout cas que le fruit de ces expérimentations donnera bien lieu à la mise en place d'un programme solide et continu sur cette question des mobilités en Europe. Merci Agnès. Également une question depuis Beyrouth. Bonjour Marie. Je vois en effet le constat là de la nécessité, en tout cas un besoin essentiel pour le fonctionnement notamment des postes, d'avoir des bases de données, un outil global, des solutions, pouvoir
stocker notamment toutes les données. Donc je comprends qu'au côté département, une expérimentation avait été lancée qui ne serait pas poursuivie. Donc l'idée, c'est de savoir si l'IEF va proposer quelque chose, mais là, on pense évidemment à la transformation numérique du réseau qui, évidemment, fait intervenir l'ensemble réseau, département et l'Institut français. Donc je me tourne à nouveau vers Stéphane. Comme le signalait aussi et comme l'a expliqué Eva, en fait, nous allons lancer à la suite des recommandations et à la suite de l'avis qu'on a recueilli dans les postes un certain nombre de mesures et trois grands sujets, trois grands axes, on va dire. Et un de ces axes, c'est effectivement de proposer au réseau un catalogue de solutions innovantes et qui couvrent à la fois le secteur des cours, le secteur culturel, mais le secteur du marketing, le secteur des bases de données, le secteur des nouveaux usages. Donc, c'est un panel très, très large d'outils que nous entendons conseiller au réseau culturel. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'accompagner à la fois la diversité, puisqu'on voit que dans le réseau, il y a des usages très, très différents. D'abord, vous êtes dans des contextes très différents. Donc, on n'est pas là pour vous dire, vous devez tous utiliser le même outil. Je pense que ce n'est pas du tout la logique sur laquelle on est, mais de vous conseiller, d'une part, les outils qui, de notre point de vue, et puis du point de vue du réseau, nous sembleront les plus pertinents, et puis d'aller progressivement vers des effets d'échelle. Donc, on peut envisager d'aller négocier des droits plus globalement avec des éditeurs, et même d'aller sur une centrale de référencement, une centrale d'achat. Donc, je dirais que c'est vraiment cette articulation entre vous en local, ce que vous avez identifié, ce que vous avez déjà commencé à mettre en place, et puis nous, tout ce qu'on va pouvoir faire globalement ici. Donc, on vous accompagnera sur ces questions. Merci Stéphane. Et du coup, on a encore une autre question en provenance de Bamako, sur l'appui au centre de langue IFAF, également pour voir un petit peu comment vous accompagnez. Alors, Sophie vient de disparaître de nos écrans, mais elle n'est pas très très loin. Vous le savez, il y a eu une étude concernant les centres de langue, en particulier dans le cadre de la transformation numérique du réseau. Et à l'Institut français, on vous accompagne également à travers la démarche qualité. L'ensemble des IFAF, centres binationaux, sont évidemment concernés. Donc, je ne sais pas si Stéphane, tu veux reprendre la parole. Oui, effectivement, parce que c'est vraiment un sujet qu'on suit de manière collective à l'Institut, donc qui mobilise à la fois les équipes du numérique, mais les équipes de la langue française et les équipes de la formation, avec aussi des nouveaux outils collaboratifs que le département de langue française a mis en place. Je pense à l'outil Waller, qui permet de créer vraiment des communautés sur un sujet. Donc nous, on a aussi une réflexion en interne à mener, puisqu'on voudrait que ça puisse bénéficier à l'ensemble du réseau et toucher beaucoup plus de secteurs. Donc cette réflexion sur les centres de langue, elle est quasi quotidienne, et l'accompagnement du réseau, il est quasi quotidien. Donc ça touche aussi bien les cours de langue, mais les médiathèques, ça touche tous les secteurs de l'Institut. Et dans le prolongement, là, puisque voilà, la question de Clarisse depuis Copenhague qui est particulièrement intéressante autour des enjeux de concurrence, puisqu'on l'a vu de façon très très nette pendant toute cette période du tout en ligne notamment, et c'est vrai qu'on s'est aperçu, en particulier en Europe, l'enjeu était assez fort de concurrence entre les différents établissements du réseau. C'est évidemment une thématique qui est revenue de manière assez régulière et qui fait l'objet justement de discussions. Je pense à Weller, vous la connaissez certainement, c'est la plateforme de discussion, de programmation, de travail pour les établissements et notamment les centres de langue. Et ça fait partie là aussi des questionnements qu'on aura, et notamment sur ce qui a été annoncé et par Eva, par Stéphane, sur la seconde phase de l'étude sur la transformation numérique. Alors, pardon, je me permettre de rebondir parce que c'est une question extrêmement intéressante que j'ai vécue moi-même d'ailleurs au Cambodge, et le COCAC Cambodge, s'il est là, pourra en parler, mais on a vécu la même chose. À partir du moment où il y a du numérique, abolition des distances, et les gens s'inscrivent où ils veulent, c'est extrêmement difficile de les empêcher de s'inscrire où ils veulent. Donc, je pense qu'il y a en effet la recherche de partenariats entre les différents centres. Mais s'ils ne sont pas possibles, je pense qu'il faut en fait… je m'avance un peu parce que je n'ai pas suivi toutes les discussions sur Weller, mais j'ai du mal à croire qu'on
on peut empêcher les gens d'aller vers l'offre qui les intéresse. Et quand c'est sur du numérique, c'est en ligne et hop, ils vont sur leur Internet et voilà, hein. Donc, partenariat, diversification des offres de cours, je dirais cours de niche, etc., etc. Mais il est vrai que c'est un changement quand même extrêmement fort puisque les murs tombent, il n'y a plus besoin de murs, il y a besoin d'une connexion et on prend les cours où on veut. En effet. Oui. Mais juste pour compléter, je pense aussi que c'est un contexte concurrentiel extrêmement fort, mais c'est aussi une chance. C'est aussi une chance pour nos établissements parce que la concurrence fait qu'on peut aussi être meilleur que les concurrents. Et la transition numérique, l'idée, c'est aussi de se l'approprier pour être en réseau et pour construire autour d'une marque et autour d'une image. Donc, on a aussi cette position qui est due aussi aux marques de l'Institut français ou de l'Alliance française dans le monde. C'est aussi un argument sur lequel on peut construire. Donc, l'idée aussi, on dit souvent du numérique, si on est sur une position défensive, c'est comme l'innovation. On est déjà un peu perdant. Donc, l'idée sur la concurrence, c'est aussi de construire des outils pour y aller et voir aussi peut-être les créneaux qu'on n'a pas abordés, des types de publics qu'on n'est pas allé chercher être plutôt sur cette position. Oui, Clélia dit que les systèmes de géolocalisation peuvent permettre de cloisonner les offres de nos IF. C'est en effet un outil, mais au bout du bout, enfin voilà, il faut être adapté au public. Alors en effet, il y a des IF ou des alliances françaises d'ailleurs, hein, ça touche tout le monde, qui ont plus ou moins de moyens que d'autres. Mais la réalité, c'est que les publics captifs, c'est quand même un petit peu compliqué. Je dirais, d'envisager ces publics comme étant captifs. Mais bon, c'est une question qui mérite largement d'être creusée et qu'on envisage en effet ce qui peut correspondre le mieux à chaque situation, parce que je pense qu'elles sont aussi très différentes d'un continent à l'autre. Merci. Et je vois que nous avons une demande de prise de parole. Donc, on va laisser notre collègue entrer sur scène avec nous. Et puis, j'en profite également pour faire suite aux commentaires de Stéphane depuis Helsinki. En effet, il y a une offre pléthorique. Il y a beaucoup de choses qui se sont instaurées pendant le tout en ligne. On est en train de réfléchir à comment vous tenir informés, avoir plus de lisibilité aussi sur notre offre et sur la façon dont on peut mieux travailler avec vous, parce qu'on est aussi dans ce moment de reprise du présentiel, parce que l'enjeu est évidemment de travailler sur tous ces questionnements de qu'est-ce qu'on continue à faire en ligne, comment, et bien entendu pour reprendre le présentiel. Donc je ne sais pas si la technique est avec nous cet après-midi pour accueillir notre collègue qui a demandé la parole. Que ça ne fonctionne pas. En attendant, notre collègue de l'Alliance française de Mopti, Aurélia, commentait justement sur l'intervention du président de la République pendant le sommet à Montpellier, sur la volonté de renforcer la gouvernance démocratique en France, savoir quelle place le réseau avait dans tout ça. Donc je ne sais pas si Mathieu Perrault est encore parmi nous. Et de voir en tout cas comment nous, depuis l'Institut français, bien évidemment, nous aurions aussi à travailler avec vous sur tous ces enjeux-là. C'est Mathieu, mais je n'arrive pas, ça ne marche pas. Et du coup, je n'ai pas entendu la question, Maud. Pardon, si vous avez la gentillesse de me la redonner. Bien entendu, c'est pour faire écho à notre collègue à l'Alliance française de Mopti qui faisait référence à l'allocution du président de la République à Montpellier sur sa volonté de renforcer la gouvernance démocratique en France et donc de savoir quel rôle le réseau aurait à jouer. Alors, renforcer la gouvernance démocratique, c'est un très bon sujet. Je ne suis pas sûr que ça relève du ministère des Affaires étrangères. Si on parle bien de la gouvernance démocratique dans notre pays, c'est un sujet un peu sensible, mais on ne s'est peut-être pas bien compris. Après, non, plus sérieusement, il a été annoncé à Montpellier la création d'un fonds pour
financer des projets dans le domaine de la gouvernance démocratique, on disait autrefois aussi bonne gouvernance, du continent africain. C'est un fonds qui va être alimenté pour partie avec des crédits, vous le savez, vous connaissez cet outil du FSPI, pour partie avec des crédits qui viennent de l'AFD. Ça sera donc un principe d'appel à projet qui permettra, selon la même philosophie qui préside au FSPI, de financer des projets qui sont portés par les partenaires. Voilà, donc les modalités, le fonds a été annoncé, les modalités vont être. C'est pas comme tout à l'heure, je disais qu'il fallait pas mal de temps pour la Maison des cultures africaines et des diasporas. Là, pour le coup, l'outil, bien sûr, va être mis en place plus rapidement. On sait faire. Simplement, il faut agréger, mettre des nouveaux termes de référence. Donc, je pense que d'ici à la fin de l'année, c'est peut-être un petit peu court, sachant qu'on a quand même déjà sur le terrain, et les uns et les autres, COCAC, vous le savez bien, on a déjà pas mal de projets qui vont dans le sens de l'appui à la société civile et à la gouvernance démocratique. Mais il faudra encore quelques mois pour avoir bien cadré ce nouvel outil. Le montant total, ça vous pouvez le retenir, c'est 10 millions d'euros. C'est donc quand même à l'échelle du continent africain un effort assez substantiel pour financer encore une fois des projets portés par les partenaires. On n'est pas là, on ne bombarde pas la démocratie, on la met en œuvre avec des partenariats et des partenaires de terrain. Merci beaucoup. Nous n'avons plus de questions pour le moment, donc on va certainement clore cette session maintenant. On a évidemment été ravis d'être parmi nous. Je vais laisser le mot de la fin à Eva, bien sûr. Bah, écoutez, le mot de la fin sera merci, tout simplement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de tous vos encouragements et puis de tous vos retours, quels qu'ils soient, parce que d'ailleurs positifs ou négatifs, parce que je pense que c'est vraiment important qu'on ait une vision la plus claire possible et qu'on sache aussi ce qui ne marche pas. C'est vraiment, vraiment important. C'est le premier d'une longue série d'échanges. Alors pour ce qui me concerne, parce que vous êtes déjà bien en contact avec tous les gens de l'IF, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais je vais essayer de me déplacer autant que possible. Donc j'ai vraiment hâte de vous voir et puis venez nous voir à Paris, bien sûr. À très bientôt et encore merci d'avoir été avec nous. Et merci à tous ceux qui étaient avec nous sur écran et qui ont participé à cette session. Merci Mathieu et merci à tous les autres. Au revoir. Merci à bientôt. beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Merci Eva, merci à tout le monde.